Allez, on y va. Bon, bonjour Madame Toureille. Donc, dans le cadre de la Biennale 2021 qui a changé de format compte tenu des conditions sanitaires, donc nous accueillons Madame Toureille, agrégée d'histoire et prof d'université en histoire du Moyen-Âge à Cergy-Paris. Vous avez consacré plusieurs de vos ouvrages à la violence et à la société pendant la guerre de 100 ans et vous avez sorti une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc, le jour de 100e anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Je ne me suis pas trompée. Non. Donc, voilà, donc Madame Toureille, vous allez nous proposer une conférence sur Jeanne et les femmes. C'est bien cela. Voilà. Donc, je vous laisse présenter, dérouler, et puis si nous avons des questions, ben, nous les poserons ultérieurement. Voilà, merci Madame Toureille. Bien, mais écoutez, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est à distance, à la guerre comme à la guerre, pourrait-on dire. Mais nous espérons en tout cas que cette situation sera la plus courte possible. Alors, c'est pourquoi je tiens à remercier les organisateurs. Je devrais dire peut-être l'organisatrice de ces journées, de ces conférences, d'avoir, malgré toutes ces contraintes, maintenu cette manifestation. Alors, bien sûr, je voudrais rappeler comment j'en suis venue à écrire cette biographie historique de Jeanne d'Arc. D'abord parce que contrairement aux idées reçues, les livres d'historiens, d'historiennes sur Jeanne ne sont pas si nombreux. Je parle bien des livres historiques, non d'essais fantaisistes qui, eux, sont légion. Je voulais apporter une lecture globale et nouvelle de Jeanne qui la replace dans un environnement à la fois global et précis. Je vais y revenir. Mais comment suis-je venue à m'intéresser à Jeanne d'Arc alors que mes premiers champs de recherche semblaient bien éloignés? Moi qui n'ai pas placé en fait la pucelle au cœur de mes recherches depuis l'origine. Au fond, j'y suis parvenue par des voies détournées, mais il existait sans doute un fil directeur qui s'est imposé à moi, peut-être malgré moi. Vous l'avez rappelé, j'ai commencé à travailler dans le cadre d'une première thèse sur la société médiévale. Ces gens du Moyen-Âge, pour reprendre le titre d'un livre de mon regretté maître Robert Fossier. Une approche donc de la société, mais à travers un miroir ou une lecture en négatif, c'est-à-dire à travers la violence et la transgression. Paradoxalement, c'est lorsqu'elle défend ses valeurs qu'une société se révèle. On pourrait dire d'ailleurs que c'est un débat qui est toujours d'actualité. Pour le dire plus clairement, j'ai travaillé sur le crime et la réponse que la société y apportait à travers la justice. Celle-ci s'est construite au fil des siècles pour répondre aux attentes des individus, pour maintenir la cohésion du groupe, pour préserver la paix. L'étude de la justice et de la criminalité favorise, si je puis dire, une lecture très humaine, presque intimiste des individus. Surtout dans ces 2 siècles qui terminent le Moyen-Âge, lorsque la documentation est plus abondante. Là, j'ai croisé des hommes et des femmes, y compris en contexte de guerre, en particulier ceux que les autorités anglaises qualifient de brigands pour ne pas avoir à les reconnaître, à les nommer comme des opposants. Là se trouvait sans doute mon premier point d'entrée sur la question de la résistance qui naît à la fin de la guerre de 100 ans, dans ce contexte si singulier que je connais bien. Cette question, je l'ai prolongée, développée dans un ouvrage consacré au lendemain de la bataille d'Azincourt en 1415. C'est ainsi que mes pas de chercheur ont fini par croiser ceux de Jeanne d'Arc, qui appartient aussi, il est important de le rappeler, à ce mouvement de résistance populaire qui prend corps dans la deuxième partie du conflit franco-anglais. Ce XVe siècle où la monarchie française traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire. Ce conflit a vu s'épanouir aussi, et des 2 côtés de la Manche, un sentiment capable de fédérer des peuples, celui d'appartenir à une nation, même si celle-ci comporte encore des limites incertaines. Cette remise en perspective, ne fut pas la seule. Mon champ de recherche s'est étendu au milieu des hommes de guerre, en particulier ceux que la légende noire désignait comme des écorcheurs. Et je me suis attachée à l'un de ces capitaines, dont la forteresse se situait à quelques lieues seulement du village de Domrémy, et qui a eu affaire avec le père de Jeanne d'Arc. Cette connaissance de la Lorraine m'a permis de donner une coloration nouvelle à l'étude de la pucelle. Au-delà de la dimension mystique,
de Jeanne, j'ai aussi voulu la réincarner, la recontextualiser, la replacer dans son réseau familial, revenir sur son enfance, dans le cercle des autres enfants du village, l'insérer aussi dans un réseau de sociabilité féminine important au Moyen Âge, parce qu'il conforte un réseau d'entraide. Il fallait aussi s'interroger sur la place des femmes dans ces décennies douloureuses au cours desquelles les populations civiles ont particulièrement souffert. Si les femmes sont exposées aux violences de la guerre, il convenait aussi de s'interroger sur la part active qu'elles y avaient prise. Avant d'évoquer ce rôle, le lien entre Jeanne et les femmes au cours de son épopée, peut-être convient-il de s'arrêter quelque peu sur la condition féminine au Moyen Âge, pour dépasser aussi un certain nombre de clichés. Être une femme au Moyen Âge, du point de vue juridique, est indéniablement une faiblesse. Son statut renvoie à ce que le droit appelle l'imbecilitas sexus, qui la place dans une situation de minorité. Et c'est vrai, la femme est perçue comme une mineure, placée sous la tutelle masculine d'un père ou d'un mari. Le droit médiéval a très largement intégré l'héritage du droit romain, reproduit pour une part par le décret de Gratien, qui est la grande somme juridique à laquelle se réfèrent tous les clercs du Moyen Âge. Cette tutelle juridique se double d'une fragilité sociale, celle de la majorité des femmes contraintes de vivre dans un monde masculin et brutal. Une brutalité exercée en période de conflit, ou plutôt une brutalité qui s'exacerbe dans ces moments de tension. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, là encore, rien de bien nouveau, cette violence à l'égard des femmes décuple dans ces moments de tension. Au-delà de ces contraintes, l'image de la femme n'est pourtant pas toujours négative et son rôle n'est pas aussi corseté qu'on pourrait le croire. On pourrait d'ailleurs remonter au 1er siècle du Moyen Âge. D'ailleurs, il est aussi judicieux de le rappeler, l'Église a accordé une place nouvelle aux femmes, sans doute parce que les clercs ont compris très tôt qu'ils pouvaient s'en faire des alliés. Nous pourrons peut-être y revenir. Au-delà de la sphère religieuse et des textes juridiques, les sources littéraires doivent aussi retenir notre attention. Ils donnent une autre lecture sur la place des femmes dans la société médiévale. Dès la fin du XIIe siècle, au moment justement où la littérature échappe au monopole des clercs, qu'une littérature profane se développe, se distingue une culture de cour, parfois stimulée d'ailleurs par les femmes. C'est là que naît et s'épanouit la littérature courtoise. Elle dessine alors des rapports hommes-femmes plus nuancés dans ce monde de brutes, toute réserve gardée bien sûr avec la litote littéraire. Est-elle d'ailleurs un exutoire face à la réalité sociale, aux contraintes du mariage, en particulier dans le monde de la noblesse, où les relations amoureuses sont souvent moins poétiques, parfois même diamétralement opposées aux motifs littéraires des romans courtois. Mais au-delà de la noblesse, les mariages arrangés sont la norme, que l'on pense, là encore, au cas de Jeanne, qui s'opposa à ses parents, qui l'avaient engagée sur la voie des fiançailles. Pour autant, la place des femmes dans cette société médiévale ne se lit pas seulement à travers leurs liens matrimoniaux. Mais comment la mesurer lorsque la documentation est rare, éparse, hétérogène? En fait, et c'est le travail de l'historien, on voit bien au fil des siècles que des femmes se distinguent qui ont laissé des traces. Elles sont parvenues, chacune à leur manière, à glisser des coins dans ce qu'on pourrait appeler les interstices d'une ère de la masculinité. Partant de façons différentes, dans la correspondance, la gestion du commerce, l'administration de leur domaine, parfois dans la défense de leur maisonnée, des femmes ont acquis une place incontestable. Certes souvent temporaire, à la faveur du désintérêt des mâles ou en raison de leur absence. Dans différents domaines, la guerre offre un cadre d'études à la fois majeur et singulier. Singulier parce qu'elle demeure, surtout au Moyen Âge, l'activité masculine par excellence, là où la virilité trouve à s'affirmer avec force. C'est aussi un cadre majeur, car paradoxalement, c'est dans cet espace-temps des conflits que certaines femmes trouvent à affirmer leur rôle, parfois leur leadership. Cette place inattendue est plus souvent imposée que recherchée, je l'évoquais, par l'absence du mari ou par l'urgence de la situation. Il n'empêche, la guerre peut être, et contre toute attente, un élément de progrès. Ça va sans doute susciter des débats.
Les traces les plus anciennes de ces femmes combattantes se confondent dans les premiers siècles du Moyen-Âge avec la mythologie. Je pense en particulier aux guerrières de l'épopée viking et à la légendaire Lagertha. Cependant, le Moyen-Âge a connu aussi des femmes de chair et d'os qui ont réellement accompagné les hommes de guerre et parfois combattu. Il ne faut pas oublier non plus celles qui, dans l'ombre ou en pleine lumière, ont œuvré pour imposer leur stratégie politique, militaire, que l'on pense à la fière Aliénor d'Aquitaine ou à la pieuse Blanche de Castille. Mais la guerre de Cent Ans nous donne à lire de nombreux exemples de femmes qui ont combattu pour préserver leurs terres ou pour sauver leur foyer. On trouve des femmes de l'aristocratie, je pense en particulier, parce que nous sommes en Bretagne, à la guerre des Trois Jeannes. Mais il ne faut pas oublier les femmes du peuple qui ont participé au conflit, parfois jusqu'au péril de leur vie. Parmi elles, des espionnes, des messagères, qui ont été exécutées dans des conditions atroces pour avoir résisté à l'occupation anglaise. On pourrait encore citer à Jeanne Hachette, tout le monde connaît, mais plus largement toutes les femmes de Beauvais qui ont donné à s'illustrer dans la défense de leur ville. Au fond, on voit très souvent dans les sièges les femmes se démener sur les murailles pour protéger leur foyer. Mais bien sûr, dans ce paysage féminin, on pourrait dire ce paysage féminin de la guerre, Jeanne d'Arc reste incomparable. Et son parcours conserve une part de merveilleux inintelligible à nos esprits contemporains férus de rationalité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question de l'investissement des femmes dans le combat qui sera le cœur de ma communication, mais la sociabilité des femmes dont Jeanne fut entourée jusqu'à sa mort, et au-delà de toutes celles qui ont témoigné pour elle. Pour évoquer Jeanne et cette sociabilité, je citerai celles qui l'ont croisée, soutenue tout au long de son épopée, pour souligner des constantes, des proximités féminines qui longtemps ont été passées sous silence. Dès l'origine de l'aventure joannique, il y a des femmes qui l'accueillent, qui l'écoutent, qui la réconfortent. Lorsqu'elle doit s'absenter du domicile familial, c'est au prétexte d'aider l'une de ses cousines, prête d'accoucher, tout près de Vaucouleurs, dans le village de Buret. Cette entraide féminine est une pratique habituelle, en particulier pour les heures cruciales, sensibles, qui entourent les accouchements. Cette requête, d'ailleurs, n'éveille pas la suspicion du père de Jeanne, qui la laisse quitter le domicile familial. Les craintes de Jacques d'Arc, nous les connaissons bien grâce à la menace qu'il lui a faite indirectement. Elles sont sans doute nées des premiers élans que Jeanne a dû partager avec ses parents ou avec sa mère. Et on sait au Moyen-Âge qu'il advient des filles qui suivent les armées. Mais peut-être est-il peu perspicace. En tout cas, son père ne fait pas de rapprochement entre la proximité du village de Buret et Vaucouleurs. Jeanne est indubitablement proche de sa mère Isabelle, dont on parle peu. On connaît sa piété, particulièrement marquée dans cette branche de la famille. Il y a un oncle prêtre, un cousin moine. C'est cette mère qui a forgé l'éducation religieuse de sa fille, au fond comme toutes les mères. Mais elle a trouvé chez Jeanne un champ d'expression, si je puis dire, inattendu. N'oublions pas qu'Isabelle est partie en pèlerinage au Puy, lorsque Jeanne s'est aventurée sur les routes, afin de placer sa mission sous les meilleurs auspices. Peut-être a-t-elle gagné le surnom de Romée lors de ce voyage, sauf s'il s'agit d'un pèlerinage plus ancien, nous l'ignorons. C'est sa mère encore qui envoie le frère Jean Pasquerel auprès de Jeanne pour l'accompagner et la protéger dans son périple. C'est lui qui allait devenir son confesseur. C'est au Puy qu'Isabelle a rencontré frère Pasquerel, attaché au couvent des Augustins de Tours. Mais pour l'heure, Jeanne cherche à rejoindre la place forte de Vaucouleurs pour convaincre son capitaine, on le sait plutôt sceptique. C'est dans cette ville qu'elle trouve refuge et appui auprès d'une femme, Catherine Le Royer. Le couple Le Royer est vraisemblablement apparenté à la famille de Jeanne, à travers une autre famille de son village, celle des Royer de Domrémy. Il y a là une Jeannette Royer qui a sans doute donné son prénom à Jeanne, car c'est sa marraine. Est-ce cette Jeannette qui a prévenu sa famille de Vaucouleurs de l'arrivée de Jeanne? Nous l'ignorons, mais cela reste plausible. Bien des années plus tard, Catherine Le Royer
témoignera du séjour de Jeanne dans sa maison. Catherine a 27 ans lorsqu'elle l'accueille. Et, je la cite, elle déclare qu'elle la vit après son départ de la maison paternelle, lorsqu'elle fut amenée chez elle par Durand-Laxart et qu'elle voulait aller au lieu où était le dauphin. C'est Durand-Laxart, un laboureur et son oncle par alliance, qui l'a conduite jusqu'à Vaucouleurs, après qu'elle ait résidé 6 semaines auprès de son épouse pour l'aider au moment des couches et des relevailles. En 1456, lors du procès en nullité, Catherine est interrogée à Vaucouleurs où elle vit toujours. Et elle dit « Jeanne a été dans ma maison l'espace de 3 semaines, et durant ce temps, elle fit dire à Messire Robert de Baudricourt de la conduire où était le dauphin. Mais le seigneur Robert refusa. C'est aussi dans cette maison que Baudricourt enverra un exorciste pour s'assurer que Jeanne n'est pas possédée. » Catherine évoque également des moments plus intimistes au cœur du foyer, dans des activités qui rassemblent généralement les femmes et favorisent les confidences. Elle dit encore « Jeanne filait volontiers, et le faisait bien, et a filé dans ma maison. » C'est aussi ce que rapporte son cousin de Buret, en parlant de Jeanne, bien sûr. Elle aimait travailler, elle filait, allait à l'achat, regardait les animaux et faisait tout ce qui convient aux femmes pendant les semaines où elle est restée chez eux. À travers cette rapide énumération, Durand-Laxart résume le quotidien d'une paysanne de la fin du Moyen-Âge. Nul stéréotype ici. Il est assez naturel, d'ailleurs, que cette image ait été exportée, déformée par ses ennemis, peut-être pour la rabaisser à sa condition première. Cette Jeanne n'est pas encore la pucelle. Elle rejettera bientôt, d'ailleurs, ses référents féminins, peut-être pourrait-on dire son identité genrée, mais la guerre l'a transfigurée. Lorsqu'elle est interrogée par ses juges à Rouen sur l'adéquation de son sexe avec les activités qui lui convenaient, à savoir le filage, elle renverra avec quelque mépris cette activité à d'autres qu'elle. On prête ainsi ces mots à Jeanne, disant qu'elle ferait bien mieux que les bourgeoises de la ville, mais ajoute plus tard qu'elle laisse aux femmes ce genre de travail. Au-delà des activités communes, Catherine Leroyer témoigne aussi du caractère vif de Jeanne. Je la cite encore. Jeanne était pleine d'impatience et le temps lui pesait comme à une femme enceinte, parce qu'on ne la conduisait pas au dauphin. La comparaison peut surprendre et ne m'en fait piquant. Mais Jeanne peut être aussi tempérance. Le mari de Catherine, Henri, rappelle sa piété. Elle aimait aller à l'église et elle est souvent avec sa femme. C'est encore Catherine qui rapporte les propos de Jeanne qui l'interrogeait à propos d'une prophétie qui s'était diffusée jusque sur cette frontière du royaume. N'avez-vous pas entendu dire qu'il a été prophétisé que la France serait perdue par une femme et restaurée par une vierge venue des marches de Lorraine? Non seulement Jeanne est imprégnée de l'idée qu'elle est cette femme qui sauvera la France, mais elle semble aussi avoir emporté l'adhésion de nombre de femmes qui l'ont croisée. Avant de partir, Jeanne assure ou rassure les habitants de Vaucouleurs qu'elle ne craint pas les gens de guerre. Ce sont ces mêmes habitants qui adhèrent à sa mission et lui ont confectionné une partie de son équipement avant son départ. Mais Jeanne sait bien, pour les avoir évoqués, que le danger est réel, d'autant plus lorsqu'on est une femme. Jeanne vit dans un quotidien dominé par la guerre, hostile aux femmes, et elle se préservera des hommes autant qu'elle le pourra. En partie pour cette raison, Jeanne saura compter sur un réseau d'amitié féminine, amitié spontanée, née de l'entraide face à l'adversité, sans doute aussi, il faut l'avouer, et c'est important, tissée par une foi partagée. Des figures de saintes, familières dans sa paroisse, comme Sainte Catherine, Sainte Marguerite, seront des soutiens spirituels permanents. Mais Jeanne a aussi connu une figure féminine forte, bien réelle celle-ci, et qui a pu la marquer comme elle a marqué l'histoire de son village. Dans ses souvenirs d'enfant, alors qu'elle avait dû fuir devant l'avancée des bandes armées, une femme a défendu la communauté villageoise. Elle était intervenue la première pour obtenir réparation du pillage qu'avaient subi en 1425 les malheureux habitants de Domrémy et de Greux. Cette femme, c'est Jeanne de Joinville, héritière des seigneurs de Bourlemont et épouse d'Henri d'Augevilliers.
Elle a porté cette supplique auprès d'Antoine de Vaudémont, son cousin. Et cette femme, attentive à la situation des villages dont elle est le seigneur, va cependant s'en éloigner à la faveur d'un remariage, laissant seul le village face aux affres de la guerre. On vient d'évoquer Catherine Leroyer, mais l'on pourrait justement rappeler le soutien d'une autre femme dans sa jeunesse, celui de Larousse, qui tient, peut-être seule, une auberge à Neufchâteau et dont le réseau d'interconnaissances forme un cercle de partisans pro-français dans la ville. C'est là que la famille de Jeanne et bien d'autres ont trouvé refuge derrière les murailles à l'été 1428, le temps que les hommes de guerre s'éloignent. Mais revenons au voyage qui a conduit Jeanne auprès du dauphin. Lorsqu'elle arrive à Chinon, elle est aussitôt confiée à Raoul de Gaucourt, qui l'héberge et lui fournit l'un de ses pages. Mais c'est son épouse qui prend les choses en main, Jeanne de Preuilly, une familière de Yolande d'Aragon. Les cercles féminins vont se croiser et se superposer. Dès ce moment, la réputation de Jeanne la précède, et plusieurs femmes demandent à la voir. Des femmes de la noblesse, comme des femmes du peuple. Les premières sont la duchesse d'Alençon et sa belle-mère. Jeanne, d'ailleurs, fera aussi le voyage à Saumur pour les revoir. Jeanne semble avoir tissé des liens très particuliers avec l'épouse de Jean d'Alençon, cette jeune duchesse qui a perdu son mari pour la prison et qui s'épanche auprès de Jeanne, tandis qu'elle la rassure. « Dame, n'ayez peur, dit-elle, je vous le rendrai sauf dans l'état où il est, ou même meilleur. » À Poitiers, elle est ensuite accueillie par l'épouse de Jean Rabateau, un conseiller du dauphin. Une bonne femme, dit-on, pour reprendre l'expression de la chronique de la Pucelle. À Bourges, elle est accueillie par Marguerite Latouroulde, la femme d'un autre officier du dauphin. Celle-ci témoignera également en faveur de Jeanne. Marguerite, d'ailleurs, commence sa déposition en rappelant les difficultés financières dans lesquelles se trouvait le dauphin lorsque Jeanne est intervenue. Il faut dire que Marguerite connaît la situation financière du royaume, car elle est l'épouse de René de Bouligny, l'un des conseillers aux finances de Charles VII. Elle dit, et je la cite, « À cette époque, il y avait dans le royaume et dans les régions obéissant au roi si grande calamité et pénurie d'argent que c'était une pitié. Bien plus, tous les sujets du roi étaient presque au désespoir. Elle le sait, elle qui parle, car son mari était alors receveur général et il n'avait, de l'argent du roi ou du sien, pas plus de 4 écus. » Marguerite a la langue bien pendue, mais elle est aussi curieuse et interroge beaucoup autour d'elle. Je la cite à nouveau. « J'ai entendu dire de ceux qui la menèrent au roi que tout d'abord ils la croyaient présomptueuse. C'était leur intention de la mettre à l'épreuve. Mais lorsqu'ils se fussent mis en route pour la conduire, ils furent prêts à faire tout ce qui plaisait à Jeanne, et ils avaient autant envie de la présenter au roi qu'elle-même, et ils n'auraient pu résister à la volonté de Jeanne. » Bien sûr, ces témoignages, je suis désolée, ce sont les hasards de la vidéoconférence. On vient de sonner chez moi. Continuons. Passons outre, comme dirait Jeanne. Donc, évidemment, une partie de ces témoignages rédigés a posteriori sont réécrits. Pour autant, on voit bien qu'il y a une certaine fascination des hommes, mais aussi des femmes, sans doute plus encore, parce qu'elle est un espoir, peut-être parce qu'elle transcende aussi cette condition féminine et qu'elle l'admire. Les femmes, toujours sous la confession de la Touroulde, sont nombreuses à vouloir la toucher ou à vouloir lui faire toucher des chapelets, des médailles. Un penchant féminin de la piété qui confine parfois au fétichisme et que Jeanne ne partage pas et n'apprécie guère. Marguerite partage son lit avec Jeanne. Mais c'est un usage commun dans la maison au Moyen-Âge. Je la cite à nouveau. « Et presque chaque jour, je couchais avec Jeanne. Elle n'ai rien vu en elle ou aperçu quoi que ce soit de trouble, mais elle se conduisait comme une femme honnête et catholique. » Sûr, nous sommes là dans le procès de réhabilitation. La Touroulde se confie longuement et l'on peut imaginer que les deux femmes ont souvent échangé. Elles vont à l'église ensemble, comme aux étuves. Et lorsque Jeanne marquera une pause après l'épisode de Paris dont elle sortira blessée, c'est chez Marguerite qu'elle viendra pour se reposer.
Mais avant cette étape, on peut encore révéler d'autres rencontres privilégiées avec des femmes. À Tours, par exemple, où elle loge chez un dénommé Jean Dupuis, un autre conseiller du roi et un proche de Yolande d'Aragon, Jeanne se rapproche de son épouse, la dame de la Peau. Dans cette même ville, tandis que le roi lui fait fabriquer une armure dans l'un de ses ateliers réputés, Jeanne sympathise avec la fille du peintre, qui est chargée de lui confectionner une bannière. La jeune fille peine à réunir sa dot, et c'est Jeanne qui va lui apporter son aide en exigeant une aide financière des autorités municipales. À Orléans, où elle est accueillie dans la maison de Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans, c'est encore son épouse qui se charge d'elle. Cette femme se nomme Jeanne L'Huillier. Elle est la fille d'un important bourgeois de la ville. Dans l'hôtel de l'Annonciade, situé près de la porte Renarde, Jeanne dort avec la fille aînée de la famille, Charlotte, âgée de 8 ou 9 ans. Lors du procès en nullité en 1456, Charlotte Boucher demandera aussi à témoigner. Entre-temps, elle s'est mariée. Charlotte raconte que Jeanne habitait chez sa mère à qui elle parlait beaucoup. Elle indique que la nuit, elle dormait seule avec Jeanne. La pucelle n'a jamais aimé, confie-t-elle, dormir avec les vieilles femmes. Dans cette même ville, une autre femme, Colette, l'épouse de Pierre Millet, entendue à Paris, indique qu'elle alla visiter Jeanne dans la maison de Jacques Boucher, où elle semblait proche de l'épouse et parlait beaucoup de Dieu. Elle se souvient. Le jour de la prise du Fortin ou Bastille-du-Pont, le matin, Jeanne était dans la maison de son dit hôte, quand quelqu'un lui apporta une alose, une carpin. Voyant cela, Jeanne dit à son hôte, « Gardez-la jusqu'à ce soir, car je vous ramènerai un godon et repasserai par-dessus le pont. » Jeanne impressionne par ses propos prémonitoires, même si là encore, pour une bonne part, ils sont construits a posteriori. Lors de la procédure pour casser donc ce procès en condamnation en 1456, 8 femmes d'Orléans viendront témoigner pour Jeanne. Mais le greffier, peut être fatigué par la longueur des séances ou par ses palabres féminines, résume leur déposition en une phrase. En 1458, ce sont encore les femmes d'Orléans qui commandent un monument destiné à orner le pont de la ville en souvenir de son engagement militaire. Mais Jeanne y est représentée agenouillée, sans armes, sans doute comme il sied mieux à une femme. La statue, malheureusement, a disparu 112 ans, je crois, après, lorsque les calvinistes l'ont détruit. Même après sa capture, Jeanne continue de recevoir des marques de soutien de plusieurs femmes. Emprisonnée dans la tour de Beaurevoir, elle reçoit la visite de Jeanne de Luxembourg et de Jeanne de Béthune. Cette dernière est la femme de Jean de Luxembourg, celui qui détient Jeanne. Toutes les deux tentent d'adoucir sa captivité. Jeanne de Luxembourg, la tante de Jean, le suppliera même de ne pas vendre Jeanne aux Anglais. En vain. À Arras, elle est encore visitée par plusieurs femmes venues d'Abbeville pour la voir et la soutenir. Dans sa prison de Rouen, c'est Anne, l'épouse du régent, le duc de Bedford, la sœur du duc de Bourgogne, qui vient la visiter. Elle est un peu plus âgée qu'elle, et après lui avoir envoyé des matrones pour s'assurer de sa virginité, elle exige qu'il ne lui soit fait aucun mal. Sa parole, malheureusement, fut de peu de poids face aux sombres ambitions de ses juges et à la violence de ses geôliers. Dans un autre registre, on la voit, avant sa captivité, rendre hommage à une figure féminine qui s'est illustrée d'une autre manière, dans la résistance, elle aussi, à l'occupation anglaise. Hommage d'une femme de guerre à une autre combattante. C'est une femme qui porte un héritage glorieux, Anne de Laval, à laquelle Jeanne enverra un anneau en cadeau en juin 1429. Anne, née en 1385, est la fille de Jeanne de Laval, la veuve remariée de Bertrand du Guesclin. Anne a perdu son mari, Jean de Montfort, en 1414, et c'est elle qui va bientôt rester seule pour gérer ses terres et faire face aux prétentions des Anglais. Mais en 1417, ces derniers sont déjà maîtres de la Normandie et sont entrés dans le Maine. Tandis qu'Henri V d'Angleterre lui confisque en 1419 son domaine d'Acquigny en Normandie,
Anne de Laval organise la défense armée. En 1422, ce sont ses partisans qui défont les Anglais à la bataille de la Brossinière. Mais ces places fortes tombent malgré tout les unes après les autres. En 1428, c'est Laval qui tombe à son tour. C'est à ce moment que son fils, André de Loéac, est fait prisonnier par la garnison de Jeanne Talbot. André et son frère Guy allaient se retrouver aussi aux côtés de Jeanne. Déjà, une femme a apporté son secours à Anne en lui rétrocédant une partie de ses redevances. Cette femme, c'est Yolande d'Aragon. C'est sans doute la dernière figure féminine en arrière-plan de cette épopée à évoquer. Déterminante dans les orientations politiques adoptées par Charles VII, dont on ignore si elle a ou non rencontré Jeanne. Cette figure politique dominante dans ces décennies d'incertitude a souvent été négligée par les historiographes. Au fond, elle a été occultée par les exploits militaires des capitaines et son action diplomatique est restée dans l'ombre. Son mari, Louis d'Anjou, n'est pas mort à Azincourt comme beaucoup d'autres car sa santé fragile lui a interdit d'y participer. Il est décédé de façon moins glorieuse de maladie assez tôt, en 1417. La belle Yolande, car c'est ainsi que la présentent ses contemporains, qui avait une trentaine d'années, pouvait encore prétendre à former un nouveau couple, mais elle fit le choix du célibat pour bien gérer ses domaines, ce qui l'occupa jusqu'à sa mort, survenue en 1442. Cette activité, il est vrai, ne fut pas une mince affaire, car les domaines de Yolande sont nombreux, éparpillés et pour beaucoup contestés par les Anglais. C'est la fille d'un roi, celui d'Aragon, et d'une femme de caractère, Yolande de Bar, une autre grande figure de ce temps venue de ce Barrois où a grandi Jeanne. Yolande d'Aragon a été mariée assez tôt, en 1400, à Louis, donc, dont elle a eu 5 enfants. Chacun d'entre eux allait servir ses desseins. Louis, le premier, allait devenir duc d'Anjou, comte de Flandre et roi de Naples. Marie allait épouser Charles VII, tandis que Yolande, sa fille, devait se marier à François, le fils du duc de Bretagne. René allait être fait duc de Bar, puis de Lorraine, par son mariage avec la fille du duc Charles II, ce même duc de Lorraine que Jeanne a rencontré à Nancy. Charles, le petit dernier, son dernier fils, allait demeurer comte du Maine. Mère attentive a bien placé tous ses enfants dans une judicieuse stratégie d'alliance. Yolande d'Aragon est aussi une belle-mère aimante pour le jeune dauphin Charles. Fiancé dès 1413 alors qu'il n'est qu'un garçon de 10 ans. Et pour le sauver des dangers qu'il court à Paris, Yolande le prend sous son aile. Elle le conduit en Anjou puis en Provence où elle va lui fournir une excellente éducation. Elle est pour ce garçon honni par sa génitrice, Isabeau de Bavière, une mère de substitution, et elle va mettre à sa disposition ses talents de stratège. Adversaire déclaré du duc de Bourgogne, celle que les chroniqueurs désignent le plus souvent sous le titre de reine de Sicile, Yolande manœuvra pour que le duc de Bretagne se rapproche du dauphin, ce qui impliquait, en contrepartie, l'ascension de son frère, le duc de Richmond, dont on connaît le rôle déterminant sur le plan militaire, mais aussi politique au moment de la reconquête. Soucieuse aussi d'accroître son influence dans l'est du royaume, elle place son fils René dans le Barrois, profitant du fait qu'elle est elle-même nièce d'Édouard, le duc de Bar, tué comme beaucoup d'autres à la bataille d'Azincourt. Elle va préparer son ascension au duché de Lorraine par un traité qui va promettre à René la fille du duc de Lorraine, Isabelle. Mais au-delà, l'Anjou lui-même va être convoité par les Anglais, cet Anjou qui est au cœur de ses possessions. Bedford le revendique à titre personnel. À l'été 1423, Yolande revient à Angers pour défendre ses terres, mais c'est peine perdue. L'année suivante, Jean de Bedford se fait donner le duché d'Anjou et le comté du Maine. Yolande d'Aragon anime alors ce que l'on appelle le parti angevin et se place aux avant-postes de la résistance face aux Anglais. En 1429, c'est elle qui participe aussi au financement du convoi de ravitaillement qui devait accompagner Jeanne jusqu'à Orléans. Les Angevins sont alors très nombreux
dans la ville, nous dit l'un des chroniqueurs. Yolande d'Aragon n'a en revanche pas participé au voyage du Sacre, pas plus que la reine d'ailleurs, mais elle suit son avancée au jour le jour. Sans doute a-t-elle demandé à ce que l'on la tienne régulièrement informée. D'ailleurs, elle reçoit un courrier le 17 juillet 1429, le jour du Sacre. De nombreux auteurs ont cru voir la main de Yolande d'Aragon dans le déroulement de l'aventure joannique. La tentation est forte, en effet, d'imaginer qu'il y a un lien sur cette frontière septentrionale, cette frontière de l'Est entre Robert de Baudricourt et René d'Anjou, qui aurait permis à Yolande de tirer profit de la notoriété naissante de cette jeune inspirée. Seul Jean d'Aulon, qui combat souvent aux côtés de Raoul de Gaucourt et qui appartient lui aussi au clan angevin, prétend que Jeanne l'a rencontré. Je le cite. Et fut depuis celle pucelle baillée à la reine de Sicile, mère de la reine et à certaines dames étant avec elle, par lesquelles cette pucelle fut vue, visitée et secrètement regardée, examinée dans toutes les secrètes parties de son corps. Mais après qu'elles eurent vu et regardé tout ce qu'il fallait regarder en ce cas, la dite dame dit et relata au roi qu'elle, et cette dite dame, trouvaient certainement que c'était une vraie et entière pucelle en laquelle n'apparaissait aucune corruption ou violence. La première de ces dames était l'épouse de Raoul de Gaucourt, la seconde, Jeanne de Mortemer, épouse de Robert le Maçon, un autre homme du parti angevin. L'une et l'autre accompagneront le roi et Jeanne lors du voyage du Sacre. Nous ne pouvons pas être assurés, en revanche, qu'il y ait eu une rencontre entre le fils de Yolande, René, et Jeanne. Leurs liens, en tout cas, ne paraissent pas étroits. René ne semble pas porter la même passion au jeu politique que sa mère. En revanche, Jeanne a bien dû vouer une admiration à cette grande dame qui était Yolande d'Aragon et dont elle connaît bien l'engagement. Après cette rapide présentation, il est incontestable de dire que l'histoire de Jeanne d'Arc est aussi une histoire de femme. J'y insiste parce qu'on ne le dit pas assez. L'histoire de la pucelle permet de croiser d'autres destins de femmes qui l'ont soutenue ou qui ont combattu dans le même rang qu'elle, à leur manière. Elle permet aussi de dessiner les contours de la sociabilité féminine en cette fin du Moyen-Âge et qui dépasse son épopée. D'une certaine façon, cette sociabilité revêt des pratiques qui auront cours dans le monde rural jusqu'à une date avancée. Au village, les femmes se retrouvent entre elles au four et au lavoir. Les jeunes filles participent aux mêmes fêtes. À Domrémy, elles vont décorer l'arbre au fée. En ville, elles se rendent aux étuves où on les imagine plongées dans de grandes conversations. Surtout, les femmes participent aux mêmes travaux et se retrouvent en particulier lors des longues journées de filage, de la laine ou du chanvre, propices au commérage ou au bavardage. Jeanne, à ce titre, n'est pas différente des autres. Enfin et surtout, c'est une femme, l'une des grandes dames de la littérature médiévale et de la littérature engagée, pourrait-on dire aussi, Christine de Pisan, qui lui rend le plus bel hommage en juillet 1429. Elle a alors 67 ans. Depuis 1418, lassée des tourments de la guerre, elle vit cloîtrée dans une abbaye aux côtés de sa fille. Après la libération inattendue d'Orléans et le sacre de Charles VII, Christine lui dédie sa dernière œuvre, son Ditier. Voilà, j'en ai terminé de ce rapide panorama qu'on aurait encore pu compléter d'ailleurs par un autre cercle féminin qui est celui des mystiques qu'elle a croisés, qu'elle a rencontrés, avec lesquels elle a échangé. D'accord. Bien, mais merci beaucoup pour cet exposé. Donc, en fait, si on a bien vous écouté, c'est vrai que Jeanne d'Arc, le parcours de Jeanne d'Arc a été comment dire, entouré de femmes, de plein de femmes, enfin, qu'elles soient rurales, de la bourgeoisie. Mais pourquoi, enfin, j'ai peut-être cru ma question, mais pourquoi est-ce qu'elle a attiré toutes ces femmes? C'était mystique, combattante, qui les attirait dans son cercle? La dimension mystique est importante, c'est évident. Les femmes sont plus sensibles à la piété. On voit d'ailleurs que dans l'entourage de Jeanne, il y a
il y a des capitaines qui ne partagent pas vraiment le caractère mystique de sa mission. Donc les femmes, ils sont effectivement plus sensibles, mais j'évoquais cette solidarité spontanée des femmes entre elles, et elle est évidente. Moi, je l'ai mesurée d'une autre manière en étudiant la société à travers donc, les archives judiciaires, où l'on voit un certain nombre de femmes s'entraider dans les difficultés. Et elles sont là effectivement pour la supporter, au sens propre du terme, hein, pour l'aider, y compris dans les moments les plus difficiles. Hein, lorsqu'on voit donc la femme de Jean de Luxembourg ou sa tante venir la réconforter, on est vraiment là au cœur de l'adversité même. Jean de Luxembourg hein, est celui qui la détient prisonnière, qui va la vendre. Même la duchesse de Bedford hein, essaie d'intercéder pour essayer d'alléger son fardeau. Donc il y a une vraie solidarité féminine, je pense, parce que c'est un monde masculin difficile pour ces femmes. Et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement de haine entre femmes, mais malgré tout, c'est un mouvement de fond, c'est une tendance générale. Oui, solidarité, entraide, c'est les deux mots, quoi. Donc, en fait, tout à l'heure, vous parliez de donc, beaucoup d'entre elles, enfin beaucoup, il y en a 6 de mémoire, 8 qui ont témoigné lors du procès de Jeanne d'Arc. 8 mais il y en a beaucoup plus. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Oui, hein. On va dire beaucoup, mais elles ont été écoutées, mais pas entendues. Elles ont été écoutées, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Au fond, on n'a pas leur déposition in extenso. Et sans doute que bon, le greffier prête peu d'importance à ces témoignages de la vie quotidienne qu'on arrive quand même à retrouver à travers donc, ces dépositions. D'accord. Alors, moi, est-ce qu'on peut... C'est intéressant de voir quand même qu'on sollicite les femmes pour obtenir leur témoignage, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Oui. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur Jeanne d'Arc en elle-même, sur juste... en fait, donc, elle a été, comment dire, condamnée en 1431, mais qu'est-ce qu'on lui reprochait? Parce qu'en fait, d'avoir participé à des combats, parce que si je vous ai bien écouté, le roi lui a quand même confectionné une armure. Donc, qu'est-ce qu'on lui a reproché pendant ce procès? D'être une femme combattante, on lui a reproché habillée en homme? On lui a reproché beaucoup de choses. C'est difficile de le résumer en quelques mots. On a plusieurs dizaines de chefs d'inculpation hein, à l'origine qui vont être résumés en 12 points. Donc, alors, si on devait les synthétiser, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément religieux qui est celui de la prophétie que lui contestent effectivement les clercs qui vont la juger. Mais on y reviendra. Il y a effectivement son rôle de combattante qui est réel, sans être complet. On m'a posé d'ailleurs la question, Jeanne a-t-elle fait couler le sang? Oui et non. Non, pas directement, mais indirectement, oui. De même qu'on lui a reproché d'avoir combattu lors de fêtes ou de jours pieux lors desquels on ne doit pas engager de combat. Donc cet élément militaire est évidemment contestable et il y a la question de sa condition féminine. Elle ne doit pas porter d'habit d'homme, elle ne doit pas déroger à son statut et à son genre, même si ce n'est pas le terme qui est évoqué. Hein, il y a des activités qui sied aux femmes et d'autres non. Pour autant, et c'est là où la chose est complexe, c'est que des clercs ont supporté, ont aidé Jeanne, ont accompagné Jeanne. Qu'on prenne simplement Jean Gerson, on pourrait citer encore l'évêque d'Embrun, mais il y a des hommes d'église qui ont dit qu'il était licite qu'une femme puisse porter des armes pour défendre cette cause lorsque cette cause est bonne et juste. Donc vous voyez que c'est difficile de faire la part des choses et d'apporter des réponses brutes et bien délimitées. Elle est jugée dans un contexte politique qui fait que de toute façon, elle était condamnée d'avance. Et les procès pour sorcellerie ou pour hérésie sont les meilleurs procès pour condamner qui vous voulez, pas seulement des femmes d'ailleurs. Hein. Le cas d'Enguerrand de Marigny, pour prendre celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. Lorsque vous êtes sûr d'apporter des preuves immatérielles à la condamnation de quelqu'un, il est facile de les fabriquer. Donc, ce procès est un procès politique qui a dérogé sur un certain nombre de principes de droit, d'ailleurs.
Mais, mais c'est une partie de l'Église, une Église engagée du côté des Anglais qui la condamne. Ça n'est pas l'Église tout entière. Et c'est un vrai problème d'ailleurs, parce qu'un procès d'Église ne peut pas se casser facilement. Mais pourtant, elle a été réhabilitée en 1456, donc 25 ans après, oui, par le pape de enfin, oui, c'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc oui, par le pape Pie XI. Mais pourquoi a-t-elle été réhabilitée innocentée? Puisque là, vous venez de dire comme ça qu'un procès religieux ne peut pas être cassé. Enfin, c'est le parallélisme des formes, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un autre procès religieux qui l'a innocentée, alors. En fait, je pourrais prendre un autre exemple pour changer de champ, c'est qu'un procès militaire se casse difficilement aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'institution s'est trompée. Et ça, c'est difficile, parce qu'il faut que des hommes d'Église acceptent que l'institution se soit trompée. Donc, il a fallu une procédure, elle a été engagée par Jean Bréal, ça a pris un certain nombre d'années pour déboucher sur ce procès de 1456. Hein, il y a plusieurs années de procédure en amont. Pourquoi cette réhabilitation? Parce que quand même dans toutes les mémoires, la condamnation de Jeanne a été vécue comme une injustice, sans doute à commencer par la mémoire du roi ou la mémoire des Valois, hein, dans laquelle l'intercession de cette femme, si elle était vraiment réputée comme une hérétique, porte une ombre, si vous voulez, à la monarchie. Donc il y avait un intérêt évidemment à le faire. Il a fallu attendre aussi cette date parce que, il ne faut pas l'oublier, la Normandie est restée anglaise jusqu'en 1450, hein, donc on n'accédait pas à Rouen, à ces archives pour pouvoir engager cette procédure aussi. Donc il y a tout un tas d'éléments qui ont concouru à ce que cette procédure ait été repoussée. Et donc il y a une conjonction d'intérêts. Donc c'est la mère, hein, qui a demandé à ce que cette procédure en nullité soit intentée. Et voilà, elle a abouti aux conclusions que nous connaissons. C'est d'ailleurs cette procédure qui est la plus intéressante, parce qu'en fait, on a perdu beaucoup d'éléments de la procédure de condamnation. On a perdu aussi les éléments qui ont été formalisés lors des premiers examens qu'on a fait subir à Jeanne, à Poitiers en particulier, lorsqu'elle a dû s'exprimer sur sa mission, etc. Et elle a été confrontée à des clercs qui n'ont vu aucun inconvénient à ce que cette jeune femme participe, hein, au combat, même si elle ne manie pas l'épée et qu'elle n'a trucidé personne. Hein, pour les hommes d'église, ça n'a posé aucun problème qu'elle soit habillée comme un capitaine et qu'elle porte une bannière, voire une épée, aux côtés des hommes de guerre. D'accord. On la disait proche de Charles VII, fidèle à Charles VII. Elle est fidèle à la cause du dauphin. Proche de Charles VII, c'est compliqué. Mais qui a jamais été proche de Charles VII? On dit qu'elle l'aurait rencontré. Ah bien sûr, oui, ça, oui. Elle l'a rencontré et le roi lui a solennellement confié une mission, hein, qui est d'accompagner ses autres capitaines. Il l'habille d'ailleurs comme un capitaine, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Il lui fait confectionner une armure voilà, dans les ateliers de Tours, hein, qui sont les meilleurs ateliers d'armurerie du moment. Et il lui confie une épée aussi, une petite escorte. Donc oui, Charles VII la reconnaît et l'investit d'une tâche. Après tout, il se dit pourquoi pas, parce que lui, comme tous les hommes du Moyen Âge, croit aussi aux signes et qu'elle est peut-être véritablement envoyée par Dieu pour sauver la France. Elle ne le dit pas comme ça, parce que la France, elle est en germination, si je puis dire. Alors, je suis désolée, mais je vais revenir sur le procès. Le procès qui a eu lieu, Charles VII était toujours roi. Bien sûr. Alors, mais alors, il y a quelque chose de, comment dire, excusez-moi, je vais dire que je ne comprends pas. Le procès a lieu, mais là, si c'est Charles VII qui l'a investi, entre guillemets, d'une mission, il devrait avoir son mot à dire, entre guillemets, et puis protéger sa protégée, entre guillemets, quoi. Il y a quelque chose d'antinomique, pour moi, à mon sens, excusez-moi, mais… Non, mais c'est une question qui est régulièrement posée, mais à laquelle il est difficile d'apporter une réponse. Alors, on a quand même des éléments de réponse. En 1431, la situation est loin d'être stabilisée pour Charles VII.
il doit encore combattre et défendre les territoires face aux Anglais qui sont toujours bien là et bien implantés. Il commence à manquer d'argent, mais bon, c'est un autre sujet. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais Charles VII doit aussi combattre au sein de la cour des complots. Hein. Il y a autour de lui des ambitieux qui déstabilisent au fond son œuvre ou son ambition qui est de restaurer son pouvoir et de récupérer donc tous ces domaines. Donc il est au fond sur plusieurs fronts à la fois. Et c'est vrai que cette jeune femme qu'on accuse de sorcellerie, eh bien peut-être lui fait déjà de l'ombre, hein, et il s'en détache. Mais Charles VII, en tout cas c'est comme ça que je le dépeins et que je l'ai écrit, est un homme qui appartient au cynique de la politique. Hein. Voilà, il s'en est servi et il va s'en détacher. Il a utilisé des capitaines qu'il va abandonner. Voilà, Charles VII fonctionne un peu comme ça. Voilà, il est difficile d'être dans la tête de Charles VII, mais ce qui est vrai, c'est qu'il prend les opportunités quand elles viennent et abandonne ceux qui l'ont servi lorsqu'ils deviennent trop encombrants. D'accord. Moi, je vais peut-être, pour finir, je vais vous poser une question peut-être naïve qu'on vous pose tout le temps. Mais donc, c'est vrai que tout le monde connaît Jeanne d'Arc. Enfin, tout le monde croit la connaître. Mais alors, pourquoi avoir écrit une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc? Je crois l'avoir exposé en introduction, à savoir que on a souvent dépeint Jeanne comme une sorte de météore qui a traversé la guerre et qui a été aussi brillante qu'éphémère. Au fond, ce que j'ai voulu montrer depuis un certain nombre d'années que je travaille sur la question de la résistance, c'est qu'elle n'est pas isolée, Jeanne, et qu'elle appartient à ce mouvement de résistance populaire que j'ai évoqué en Normandie ou sur ses marges, qu'on trouve aussi ailleurs. J'ai évoqué le Maine, on pourrait évoquer aussi un peu la Beauce, mais qui est très fort sur la Lorraine. Et au fond, on avait aussi un peu déconnecté Jeanne de ce contexte politique et de la situation en Lorraine. La châtellenie de Vaucouleurs, c'est pas juste Vaucouleurs, hein, c'est un territoire qui englobe en partie le village de Domrémy. Et là, on a des partisans du Dauphin, en fait, on a des partisans de la cause d'Orléans depuis très longtemps sur cet espace Barrois-Lorraine. Donc ça n'est pas un hasard si cette résistance apparaît là aussi. Ça n'explique pas tout. Le parcours de Jeanne, par bien des aspects, est exceptionnel et inexplicable rationnellement. Voilà. La volonté de cette jeune femme ne peut pas s'expliquer autrement que par sa volonté, comment dirais-je, bien trempée. Et c'est faire un peu de l'histoire positiviste, si vous voulez. C'est que Jeanne est Jeanne parce qu'elle est Jeanne, si je puis dire. D'accord. Bien, je vous remercie de cet exposé. Je vous remercie au nom de la ville de Pontivy de bien vouloir, d'avoir accepté de jouer le jeu en visioconférence, puisqu'on le disait en aparté. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les uns et pour les autres. Certains sont plus à l'aise que d'autres. Donc, moi, je rappelle quand même votre ouvrage. Donc, Jeanne d'Arc. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, Jeanne d'Arc. Et donc, c'est vrai qu'en fait, à travers de cette biographie, vous restituez vraiment, Jeanne d'Arc dans son environnement, ce qui la rend à la fois fascinante et, j'allais dire, intelligente, entre guillemets. Donc, c'est vraiment moi, j'ai lu toutes les critiques aussi de différentes personnes, et tout le monde dit comme ça, honnêtement, c'est une excellente biographie à lire. Donc, j'encourage les gens qui nous écoutent à la lire. Et sachez que ce livre se trouve à la médiathèque de Pontivy pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très loin. Voilà. Donc, encore une fois, merci Madame Toureille. Et merci. Puis, peut-être lors d'un autre biennale ou un autre cycle de conférences, mais en présentiel cette fois. On croise tous les doigts pour que ça revienne à la normale. Bien. Merci Madame Toureille. Et puis, bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir, bonne continuation.